Bonjour. Celui qui reçut le titre de premier soldat de France, le flamboyant Joachim Murat, était aussi celui qui menait le plus grand train de vie et fut le plus fastueux parmi les maréchaux de Napoléon. Il étalait volontiers un luxe époustouflant, et son étoile brilla de tous ses feux au firmament de l'Empire. Il parvint très vite aux sommets les plus hauts de la gloire, et il en était très fier. Sa vanité n'avait d'égal que son amour excessif des femmes, de toutes les femmes. C'était au demeurant un garçon charmant, naturellement gentil, né en 1767 en Occitanie, dans le Lot, à la Bastide Fortunière, devenue la Bastide Murat. Joachim Murat était issu d'un milieu social modeste. Ses parents étaient aubergistes, et il devait tout à Napoléon, auquel il resta fidèle, tout au moins tant que celui-ci connut des heures de gloire et de succès. Engagé dans l'armée avant la Révolution pour échapper à une carrière ecclésiastique à laquelle ses parents l'avaient destiné, l'abbé Murat, comme l'appelaient alors ses camarades en le chahutant, aimait les plaisirs, les jeux et les femmes, mais aussi la liberté et l'action. Nommé en 1792 dans la garde constitutionnelle du roi, avec Jean Bessières, futur maréchal lui aussi, il s'enthousiasme pour les idées nouvelles et pour Marat, l'ami du peuple. Inquiété après la chute de Robespierre, il se distingue lors de la répression de l'insurrection royaliste du 13 Vendémiaire. Peu de temps plus tard, il trouve en Napoléon, dont il devint l'aide de camp, au début de la première campagne d'Italie, celui qui allait reconnaître son intelligence supérieure et mettre en valeur toutes ses capacités militaires, et il lia son destin au sien et à celui de la France révolutionnaire. Il démontre sa bravoure dans les combats de Rovedero en septembre 1796, puis à la bataille de Bassano, où il commande un corps de cavalerie, et ses charges éblouissantes contre les carrés de l'infanterie austro-sarde forcent l'admiration de tous. Il est doté d'un puissant charisme, et c'est un meneur d'hommes. Il n'avait pas son pareil pour conduire les manœuvres rapides sur les arrières de l'ennemi en exploitant une situation tactique favorable et la transformer en succès. Général de brigade en mai 1796, il est blessé durant le siège de Mantoue, et le fougueux Murat est l'un des principaux artisans de la victoire de Valvasone en mars 1797. Napoléon dira plus tard de lui « Il est difficile d'être plus brave que Murat ». Mais en Italie, il conforte aussi sa réputation déjà bien établie de coureur de jupons, et il fait la connaissance de Caroline Bonaparte, la troisième sœur de Napoléon, qui s'entiche de lui. Ah, il faut dire qu'il était beau garçon, avec son joli visage fin, ses cheveux longs bouclés et sa taille de 5 pieds, 6 pouces, 2 lignes. Avec ses tenues extravagantes aux couleurs vives et ses énormes panaches blancs sur ses chapeaux, il ne passait pas inaperçu. Comment ce beau cavalier, brillant officier, et de surcroît charmeur et beau parleur, n'aurait-il pas séduit la plus jeune sœur de Napoléon, la pétillante, belle et rebelle Caroline, à la forte personnalité, et dont son frère disait « De toute ma famille, elle est celle qui me ressemble le plus ». Elle l'aima, son Joachim,
Elle l'aima ardemment, le lui fit voir, et elle fut payée en retour. Également très épris, Murat vit par ailleurs avec grand plaisir son bonheur coïncider avec son intérêt, car, il faut bien le dire, il était très ambitieux et plutôt intéressé, et un tel mariage ne pouvait que faciliter son irrésistible ascension. Dès son retour d'Égypte, il poussa donc activement sa candidature pour le titre de beau-frère de son chef et ami, le général Bonaparte, qu'il soutint activement lors du coup d'État du 18 Brumaire, chassant manu militari le Conseil des 500, l'Assemblée législative du Directoire. Le hic, c'est que Bonaparte, devenu premier consul, rêvait pour sa petite sœur cadette d'un autre époux que Murat, qui n'était que brave. Il avait pensé à Moreau, puis à Duroc. On sait qu'il adorait déjà faire des mariages, et devenu empereur, il continua. Mais en raison de la détermination et de l'insistance de Caroline, elle était surnommée la capricieuse, il ne pouvait que finir par donner son consentement. Toutefois, il n'assista pas au mariage qui se déroula le 20 janvier 1800 à Paris, un mariage qui sera le seul à ne pas obtenir l'entier agrément du maître, et fut un mariage d'amour. Vous savez, depuis que nous avons commencé notre cycle sur les maréchaux d'Empire, que Laure Junot, duchesse d'Abrantès, dans ses savoureuses mémoires, était indulgente avec très peu de monde, en dressant ses portraits, quelquefois, au vitriol. Sur Caroline, petite mais bien faite, elle écrira qu'elle avait des grâces sans maintien et de la beauté sans agrément. Dès le début, le ménage Murat, porté par son histoire romanesque, souleva la curiosité, et l'on admirait l'énergie et la force de caractère de cette petite personne qui avait forcé la main de son terrible frère. Installés aux Tuileries, Joachim et Caroline firent donc partie du proche entourage du nouveau maître de la France. Couvert d'honneur, Murat est fait maréchal d'Empire en mai 1804. Et, en tant que membre de la famille impériale, il porte le titre de prince. Commandant la cavalerie, il assénera les premiers coups à l'Autriche à l'automne 1805 et obtiendra ses premiers grands succès. Il contribua largement à l'une des plus belles victoires de la Grande Armée, la bataille d'Iéna, le 14 octobre 1806, remportée sur les Prussiens. Jamais, dira Murat, surnommé alors le sabreur, on n'avait vu une déroute semblable. Jamais la terreur ne fut si générale. Les officiers déclarent ouvertement qu'ils ne veulent plus servir. Tous désertent leur drapeau et retournent chez eux. L'armée prussienne est anéantie à Iéna, et la route de Berlin s'ouvrit pour Napoléon. En 1807, Murat s'illustre également à la bataille d'Eylau, qui oppose la France à la coalition des forces prussiennes et russes. Il participa, à la tête de ses cavaliers, à ce qui fut, selon moi, la charge la plus mémorable de l'épopée napoléonienne. On lui prête ce cri de guerre pittoresque. Tout droit en avant! Direction le trou de cul de mon cheval! L'année suivante, en juillet 1808, il recevra, avec une fierté légitime,
des mains de l'empereur cette magnifique récompense: le royaume de Naples et des deux Siciles, et Caroline deviendra reine consort de Naples. Aussitôt installée, elle favorisera les arts français, notamment la mode, le théâtre et la cuisine, mais prit aussi des décisions importantes dans le domaine économique, en développant notamment le secteur manufacturier et en modernisant les fabriques de soie et les filatures de coton. Murat se trouvait donc, en 1808, au summum de sa gloire et de sa puissance. C'est sans doute la raison pour laquelle, lorsque Napoléon se trouvait en Espagne et commençait à y rencontrer de graves difficultés, Talleyrand, ministre des Affaires étrangères, et Joseph Fouché, ministre de la guerre, songèrent sérieusement qu'il faudrait peut-être envisager de remplacer l'empereur par une personnalité qui ne soit pas controversée et jouirait du respect et de l'admiration de la nation, et que leur choix se porta sur Murat, figure flamboyante aimée par les foules. Il comptait bien flatter son ego pour le convaincre à se lancer dans cette aventure, sachant qu'il était très influençable. Et s'il accédait au pouvoir, ils espéraient bien pouvoir le manipuler. Napoléon aurait eu vent des intentions de Talleyrand et de Fouché. Pourquoi ne les aurait-il pas alors fait arrêter? Sans doute parce qu'il n'avait pas de preuves tangibles de la réalité d'un complot, et que la lettre qu'ils adressèrent à Murat et avait été interceptée ne contenait pas suffisamment d'éléments probants. Tout au plus, les deux conspirateurs présumés faisaient-ils allusion au recours de Murat au cas où l'empereur viendrait à être tué. Néanmoins, Napoléon ne doutait guère que Talleyrand était au cœur d'un complot destiné à le renverser. Tout le monde a entendu parler de la fameuse scène du 28 janvier 1809, au cours de laquelle Napoléon, hors de lui, lança cette apostrophe célèbre à Talleyrand impassible: « Tenez, vous êtes un tas de merde dans un bas de soie !» Murat, qui ignorait tout, semble-t-il, des projets de Talleyrand, était alors fidèle à Napoléon, d'autant plus qu'il était persuadé que l'empereur allait dans la même direction que lui. Mais c'est pourtant ce même homme flamboyant et fidèle parmi les fidèles, Joachim Murat, qui, appelé pour la campagne de Russie en août 1812, lança ces mots prémonitoires qui seront répétés partout et dans l'entourage même de l'empereur: « Moscou sera notre perte !» Murat découvrait en effet la guerre d'usure et il sentait bien que l'ennemi se dérobait sans fin. La grande armée s'enfonça en terre étrangère, amputée du tiers de ses effectifs sans avoir livré bataille, 150 000 hommes disparus, morts, blessés ou épuisés par la canicule. Napoléon, pour son malheur, resta sourd aux arguments de Murat et d'autres. C'était pour lui une question d'honneur. Il fallait continuer et aller jusqu'à Moscou. Par ailleurs, les relations souvent compliquées entre les deux hommes se tendent davantage encore depuis 1810. Napoléon qualifie Murat de coq vaniteux, et celui-ci encaisse mal les humiliations de la part de l'empereur, qui ne cesse de lui répéter que s'il lui a donné la couronne de Naples, c'est en fait en faveur de Caroline. Tout ce que fait le roi Murat est de plus en plus critiqué par Napoléon,
qui lui rappelle sans cesse que s'il est roi, c'est parce que lui, Napoléon, l'a décidé. C'est moi qui l'ai fait roi de Naples. C'est à sa femme qu'il doit sa couronne. S'il n'avait pas été mon beau-frère, je n'aurais jamais pensé à lui. Tous les autres maréchaux avaient autant de droits. Et cela était bien vrai, car malgré sa vive intelligence et toutes ses qualités indéniables, je pense, personnellement, que Murat n'aurait sans doute pas été de taille à conquérir un trône et à s'y maintenir tout seul. En fait, si les relations entre l'empereur et son beau-frère se firent électriques, cela est dû à une incompréhension à la base. Napoléon, dans cette affaire, le considéra toujours comme un simple super-préfet. C'est d'ailleurs ainsi qu'il considérait aussi ses frères, Joseph, à qui il offrit le titre de roi d'Espagne, ou Jérôme, celui de roi de Westphalie. Or, Murat ne l'avait pas entendu ainsi, et il désirait de plus en plus agir comme un roi indépendant. Il s'était pris au jeu en quelque sorte, et il se montra à Naples, il faut le reconnaître, un administrateur attentif aux besoins de ses sujets, mais aussi, en abolissant la féodalité, il s'affirma comme un exportateur zélé de certains principes révolutionnaires dont il ne renonça jamais. Et c'est ainsi qu'il abandonna Napoléon à l'issue de la campagne de Russie pour regagner son royaume et préserver sa couronne, ce qui l'importait plus désormais que sa fidélité à l'empereur. C'est la raison pour laquelle, en novembre 1813, il n'hésita pas à négocier avec les Alliés. La besogne avait été d'ailleurs habilement entamée par Caroline. Et c'est ainsi que le 8 janvier 1814, Murat signa un traité d'alliance entre l'Autriche et Naples qui rendit furieux Napoléon. C'est ce que l'histoire appellera la trahison de Murat. Mais Murat s'efforcera en même temps de prolonger l'équivoque, assurant Napoléon, non sans une certaine hypocrisie, qu'une dure nécessité l'entraînait dans des relations en apparence contraires aux intérêts de l'empereur et qui le désolaient. Mais Napoléon n'était pas dupe. Quant à l'Autriche, elle s'impatientait et s'agaçait de ce double jeu. Murat se refusant obstinément à ouvrir le feu contre les troupes françaises. Alors, pris entre deux feux, c'est le cas de le dire, Murat se décida finalement à jeter le masque. Laissant son royaume aux mains de Caroline, promue régente, il tire l'épée contre son pays et de son quartier général de Boulogne adresse à son armée un factum destiné à l'enflammer. Soldats, tant que j'ai pu croire que l'empereur Napoléon combattit pour la gloire et le bonheur de la France, j'ai combattu à ses côtés. Mais aujourd'hui, il ne me reste aucune illusion. L'empereur ne veut que la guerre. Je trahirai les intérêts de mon ancienne patrie, ceux de mes États et les vôtres, si je séparais pas sur le champ mes armes des siennes pour les réunir à celles des puissances alliées dont les intentions magnanimes sont de rétablir la dignité des trônes et l'indépendance des nations. S'il était peut-être sincère, Murat faisait preuve d'une certaine naïveté. Ce dont on est sûr, c'est que la défection de Murat porta un rude coup à Napoléon et l'affecta cruellement. « La conduite du roi est infâme !» écrit-il en février.
Quant à celle de la reine, ma sœur, elle n'a pas de nom. J'espère vivre encore assez pour venger moi et la France d'un tel outrage et d'une ingratitude aussi affreuse. Pendant que Bernadotte et Murat, le premier avec l'audace du talent, le second avec maladresse et peut-être ingénuité, tentaient de faire survivre leur fortune à celle de l'homme qui leur avait servi d'exemple, la plupart des autres maréchaux, parfois sans grande conviction, allaient soutenir l'empereur dans ses efforts désespérés pour sauver ce qui pouvait l'être de son œuvre immense. Lors du retour de Napoléon de l'île d'Elbe, le roi Murat, déchu, décida de renouer avec lui et en même temps de libérer l'Italie et d'en devenir le roi. Il déclara alors la guerre à l'Autriche et lança sa célèbre proclamation de Rimini. Un cri se fait entendre depuis les Alpes jusqu'au détroit de Scylla, et ce cri est l'indépendance de l'Italie. Il devint alors aussitôt, pour l'historiographie italienne, un héros national. Malheureusement, après des premiers succès, comme la libération de Bologne sous les acclamations d'une foule en délire, il est sévèrement battu à Tolentino et doit fuir, tandis que les Bourbons réinvestissent son royaume de Naples et que Caroline, réfugiée sur un navire anglais, entend la foule acclamer le nouveau souverain Ferdinand IV. Murat voit son rêve de devenir roi d'Italie s'envoler, et de surcroît, Naples lui est enlevé. Il doit alors quitter l'Italie et se rend en Provence, d'où il se hâte d'offrir ses services à Napoléon, qui bien évidemment les refusa avec mépris. À l'annonce de la défaite de Waterloo, en juin 1815, dont on a dit que le sort aurait pu être différent si un cavalier émérite comme lui avait eu le commandement face au carré anglais, et Napoléon lui-même regrettera plus tard de s'être privé de ses services, Murat, dépité, mais nullement découragé, s'embarque pour la Corse où il rassemble 1 millier de partisans avec lesquels il tente de reconquérir son royaume perdu de Naples. Caroline, de son côté, qui avait été contrainte de quitter Naples le 12 mai avec sa mère, son oncle Fesch et son frère Jérôme, était désormais prisonnière de l'Autriche au château de Hainbourg, non loin de Vienne, où elle prit le nom de comtesse de Lipona, anagramme de Napoli, Naples. Depuis la Corse, le soir du 28 septembre 1815, Murat prend la mer en direction de l'extrême sud de la péninsule italienne avec 250 hommes sur la flottille de Barbara, un ancien corsaire qu'il avait fait baron napolitain et capitaine de frégate. Mais l'expédition montée hâtivement échoue lamentablement, et lorsqu'il débarque en octobre 1815 dans le petit port calabré de Pizzo, avec la certitude d'être accueilli avec enthousiasme par la population, celle-ci, se souvenant de l'impitoyable rigueur avec laquelle il avait réprimé le brigandage en Calabre, lui est foncièrement hostile. Il est injurié, frappé, et il manque même d'être massacré sur place. Il est finalement capturé, conduit dans un petit château du port et jeté dans une étable à porc avec les survivants de son expédition. Jugé sommairement par une commission militaire, il est condamné à être fusillé. On ne lui laisse que le temps d'écrire à sa femme une lettre qui témoigne de son calme et de sa fermeté.
Ma chère Caroline, ma dernière heure est arrivée. Dans quelques instants, j'aurai cessé de vivre. Tu n'auras plus d'époux. Adieu, ma chère Caroline. Montrez-vous au monde digne de moi. Dans cette lettre pathétique, il évoque aussi, avec une grande émotion, leurs 5 enfants en bas âge, Achille, Laetitia, Lucien et Louise. On sait que Achille et Lucien, ne voyant plus aucun avenir dans leur vie d'exilés en Autriche, émigrèrent aux États-Unis, et que Caroline restera longtemps interdite de séjour, tant en Italie qu'en France. Ce n'est qu'en 1830, sous le règne du roi Louis-Philippe, qu'elle put commencer à faire quelques séjours en France, et en 1831 qu'elle obtint la permission de s'installer à Florence, où elle meurt d'un cancer en mai 1839, à l'âge de 57 ans. Lorsque Murat, après avoir été condamné à mort, eut terminé sa lettre destinée à sa chère Caroline, il se sentit apaisé et prêt à franchir sereinement la dernière étape de sa vie terrestre. Mais déjà le gouverneur de la Calabre, le général Nunziante, vint le chercher. Murat ne se fit pas attendre. Quand le général entra dans sa cellule, il était prêt, comme à la parade. « Vous êtes de 5 minutes en retard, lui dit-il même en souriant. Puis il rajouta aussitôt: « Adieu, général, je vous recommande ma lettre à ma chère Caroline. » Devant le peloton d'exécution, son attitude force le respect. Il ne se laisse pas bander les yeux, découvre sa poitrine, et quelques secondes avant d'entrer dans l'éternité, il cède encore à une dernière vanité d'homme à femme, fier de son physique. « Soldats, dit-il, faites votre devoir, visez au cœur, épargnez le visage. » Le gouverneur Nunziante murmure son admiration. « Quel courage! Quel courage !» Ainsi finit avec panache, comme il avait vécu, ce 13 octobre 1815, le beau Joachim Murat, peut-être le plus grand cavalier de tous les temps. Joachim Murat, beau-frère de l'empereur, maréchal d'Empire, aussi flamboyant sous le feu des fusils que sur les champs de bataille, le roi Murat de la Bastide fortunière, tête folle parfois, mais cœur généreux. Et il avait 48 ans. Dans sa main, il tenait sa montre, et sur cette montre, le portrait de Caroline. Son corps sera jeté entre 4 planches dans une fosse commune du Pizzo, où il se trouve encore aujourd'hui, mêlé pour toujours à la terre de son royaume éphémère et ingrat. Je vous remercie.